rifle, Bonnie and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir ce nouvel épisode de notre émission Mauvais Genre, émission que nous avons créée ensemble avec Romain Rimbaud. Romain Rimbaud, je rappelle, qui est d'abord avant tout professeur de cinéma, de philosophie, mais aussi magicien. Je le précise toujours avec beaucoup d'humilité et de respect, il sait pour quelle raison. Il est aussi créateur de contenu, il a sa propre chaîne YouTube et il est bien évidemment critique de cinéma pour la revue de cinéma On se fait un ciné. D'ailleurs, j'envoie un petit salut amical à Thierry de Pinson, voilà, qui est le secrétaire de rédaction de la revue On se fait un ciné, en tout cas, un salut amical. Effectivement, et vous pouvez, et je le mettrai dans le descriptif de cette vidéo, le lien qui renvoie à la page dédiée sur le site concernant tes articles. Avant de parler du film qui nous réunit aujourd'hui pour le 3e épisode, déjà, tout simplement, comment vas-tu? Bah écoute, c'est les vacances, on s'approche d'Halloween, c'est l'automne, donc j'aime beaucoup l'automne, donc tout va très très bien. C'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui, ça donne envie de le manger, de le voir avec un plaid et un thé chaud, ça marche, enfin un thé de toute façon. Et c'est un plaisir, c'est un bonheur, donc tout va très bien, tout va très très bien. Je suis content parce qu'on arrive c'est pas évident, mais on arrive quand même à installer une espèce de rythmique, une habitude par rapport à cette émission. Et voilà, d'autres idées sont là. Et en tout cas, on continuera au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'à 2026. Le film d'aujourd'hui, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur me concernant et où j'ai pratiquement obligé Romain à voir ce film et lui dire écoute, moi j'ai très envie de parler de ce film avec toi. Donc l'algorithme d'Internet m'a fait découvrir The Moor, qui est un film réalisé en 2024 par Chris Cronin, je crois qu'on dit comme ça, et qui avait été présenté en avant-première au Fright Fest 2023, qui est un grand festival londonien qui est dédié au cinéma de genre. C'est le premier long métrage de fiction du cinéaste, qui lui est originaire du Yorkshire. Et j'ai noté qu'il s'était fait remarquer jusque-là par plusieurs courts-métrages qui étaient donc remarqués pour le coup, pour leur rigueur visuelle et leur sens du climat. Dixit, un extrait dans un texte, un article de journal que j'avais lu. Je n'ai pas vu ces courts-métrages, donc je ne pourrais absolument pas en parler. J'ai vu The Moor, comme mon confrère Romain. Je rappelle que The Moor est disponible sur la plateforme Shadows. Vous avez dans le descriptif toutes les informations. Et avant qu'on parle et du synopsis, mais aussi qu'on commence à en discuter et à questionner ce film, je vais vous montrer la bande-annonce et ensuite on commence à en parler. C'est parti. There's a child. She's hiding. She's scared. She can't remember. What can't you remember? She can't remember her mummy and daddy. All she remembers is dark. Can you show me your hiding place? Le film se déroule donc dans les Landes du nord de l'Angleterre, comme vous avez pu le remarquer dans la bande-annonce. Ils appellent ça un paysage de tourbière, de brume et de solitude, qui donne donc le titre à l'œuvre, The Moor. Et le film est à la fois donc, alors The Moor est aussi un lieu géographique, mais aussi une entité presque mythique. C'est en tout cas ce qu'on apprend c'est ce que le film nous dit un peu plus tard. Et le film suit Claire, une femme marquée depuis l'enfance par la disparition d'un ami, et Bill, qui est le père du garçon disparu. Et des années plus tard, ils décident de retourner ensemble sur cette lande, persuadés qu'il reste encore quelque chose à trouver, surtout de la part de Bill. À savoir un fragment de vérité enfoui, qui serait enfoui sous la terre. Parce que quelqu'un a été arrêté, et cette personne qui a été arrêtée est accusée d'avoir tué énormément d'enfants.
Et donc, le film s'ouvre sur Claire, qui est une enfant pratiquement adolescente, et son copain et son ami. Et l'ami dit, ils essayent de rentrer dans une espèce d'épicerie, je ne sais quoi, si je me rappelle bien. Et puis, il y a un concours de circonstances qui fait qu'elle le perd en chemin. Il disparaît. Et en fait, on comprend qu'il y a un serial killer qui a énormément sévi dans cette région, qui a kidnappé bon nombre d'enfants. On n'a jamais retrouvé, je crois, les corps. C'est Oui, ce qui tout à fait fait. que, parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps, il y a toujours la présomption d'innocence. Mais ça a été une période extraordinairement chaotique dans cette région. D'ailleurs, des années après, certains enfants qui ont grandi, qui sont devenus adultes, témoignent de cette période qui était catastrophique, anxiogène. Et le film commence pratiquement de cette manière. Moi, dès le début, je me suis dit, il y a une promesse. Comment? Par un plan. C'est vraiment au début. Quand ils sont face à cette épicerie, et il y a donc ce qu'ils voient, c'est-à-dire l'épicerie, et ce qu'il y a derrière eux, qui est une espèce de rue sans issue, comme ça, un cul-de-sac, avec différents cartons, des choses de ce genre. Et la caméra insiste beaucoup, énormément sur cet endroit-là. Et nous qui avons quand même une petite expérience du film horrifique et donc du côté puzzle ludique à l'intérieur même du film horrifique, on essaie de se dire il va se passer quelque chose. Et peut-être que il va se passer se trouve dans le temps que nous allons accorder à ce plan en le regardant. Et c'est ça qui m'a, dès le début, promis quelque chose par rapport à ce film. Et c'est là où c'est important et intéressant me concernant, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a une promesse, c'est-à-dire qu'il y a une promesse, ce mode opératoire, cette configuration-là, elle persiste, mais il y a un moment, on change de configuration, on change complètement de choses. Et le film ne fait que ça, même jusqu'au final, où là, on passe à une autre atmosphère, un autre film, on pourrait dire, ou une autre configuration. Donc déjà, de cela, c'est ça qui m'a permis, en tout cas, de me dire, il se passe quelque chose avec ce film. Et je ne sais pas, toi, quand tu le commences, quand tu le vois, à partir de quel moment tu te dis, tiens, il y a un truc. Alors, moi, il y a déjà ce début-là, tu l'as dit, moi, c'est un truc qui m'a saisi en fait d'emblée parce que je trouve que c'est un plan séquence, toute la première partie avec. Il y a 2 plans séquences qui sont raccordés par le jet du sac à dos de la petite fille quand elle retourne à l'arrière. Et moi, j'étais saisi par ce truc-là parce que ça me touche énormément. Les plans séquences sont quelque chose qui est dans la valeur que ça peut donner dans un cinéma d'angoisse, d'épouvante, d'horreur. Je trouve que ça a une symbolique tout particulière. Et là, effectivement, il y a ce truc-là que je trouve assez fascinant de ce plan donc, où la petite fille laisse le petit garçon à l'intérieur de l'épicerie et elle s'en va, elle retourne derrière. Et là, on a un très très long plan, effectivement, où on a cette profondeur de champ quand même assez grande qui permet que ce soit net quasiment jusqu'au fond de la ruelle. Et au fond de la ruelle, il y a cette petite, parce qu'elle est très sombre, et il y a une petite fenêtre qui ouvre sur de la lumière. Et je trouve que ce truc-là, effectivement, c'est globalement ce sur quoi, en fait, c'est presque comme si le film, tu le dis très bien, on passe d'un film à un autre, d'un format à un autre, puisqu'il y a du format documentaire. À la fin, c'est quasiment un found footage parce qu'il y a des caméras diégétiques, il y a une caméra extra-diégétique la plupart du temps, mais il y a une caméra diégétique quand même à un moment donné. Mais il y a un truc commun à ce puzzle, à ce labyrinthe cinématographique. C'est le travail finalement sur ce qui se passe en fond de plan. Il y a énormément de choses qu'on voit, qu'on ne voit pas, qu'on devrait voir, que quand on a effectivement cette accoutumance au cinéma d'horreur, on va chercher à voir mais qu'on ne verra pas forcément. Là, je trouve que ce qui est génial au début, c'est cette attente qu'on a de quelque chose qui va venir, mais qui factuellement ne viendra jamais du fond de cette ruelle. Et qui en même temps vient peut-être et est venu certainement parce qu'on se rend compte que finalement quand on ne l'a pas vu, il s'est quand même passé quelque chose parce que la petite fille retourne à la boutique et le petit garçon n'y est plus. Et je trouve qu'il y a ce truc-là de balancement entre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. En fait, pour moi, c'est un film, ce qui m'a vraiment le premier plan qui m'a capté pour revenir à ça, même si le plan séquence m'a beaucoup touché au début. Ils vont dans un premier temps sur la lande faire leur première parce qu'il y a une ellipse de quelques années juste après le générique et ils vont faire leur première exploration sur la lande. Et ils en reviennent puisque l'héroïne Claire donc une crise de panique sur la lande et juste au moment où elle sort de la lande, elle va se trouver sur la route puisqu'en fait il y a une route qui traverse cette lande et d'un côté il y a la lande qui se étend à perte de vue et de l'autre côté de la route il y a aussi. Et donc on a un plan d'ensemble en plongée sur cette route et
moi, je me suis dit, ce film-là, c'est avant tout, et c'est pour ça que je vais parler certainement des tropes, moi, qui me parlent le plus, et des thématiques et des éléments philosophiques qui me parlent le plus. C'est un film sur la frontière, et c'est ça qui me plaît énormément. La frontière comme territoire lui-même, puisque le fantastique, c'est ça, c'est une frontière qui est un territoire, et ce territoire lui-même n'a pas de frontière. La lande est une frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, et c'est un territoire en tant que tel qui ne semble plus avoir de frontières. Quand on a ces longs plans qui parcourent la lande, on a l'impression que cette lande s'étend à perte de vue. Et hors de cette route qu'on voit traverser les personnages, qu'on voit arpenter les personnages, il y a juste cette lande qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a ce truc-là, moi, il y a un lien très fort que j'établis avec Silent Hill. Je ne sais pas si ce cher Cronin a joué ou a regardé aussi Silent Hill ou le film de Gans ou les jeux en question. Mais je trouve que notamment sur la manière de traiter en fait plein de couches de réalité qui s'entremêlent, une couche, si je puis dire, normale, une couche brumeuse, une couche sombre de cette même lande qui a plusieurs expressions, comme si encore une fois c'était une sorte d'excroissance de la psyché des personnages qui ne cessait de muter au fur et à mesure de l'avancée de leur histoire, de l'avancée de leur parcours, de l'avancée de leur quête. Il y a quelque chose de très Silent Hill. Et il y a une dernière chose moi, qui a été très forte pour moi. C'est un truc tout simple parce que j'aime la folk horror et le film est aussi de la folk horror, s'inscrit vraiment là-dedans. Il y a une sorte d'énorme monolithe et sur lequel, c'est ce que vous trouvez sur l'affiche d'ailleurs, qui est le premier haut de The Moor sur l'affiche, enfin sur une des affiches en tous les cas, c'est 5 cercles concentriques sur lesquels on revient. Et je trouve que ce truc-là, ces 5 cercles concentriques montent dans une certaine mesure parce qu'ils séparent en fait, ils circonscrivent des cercles à l'intérieur qui sont séparés par ces lignes. Et on a finalement ces 5 trajectoires de ces 5 personnages qui vont sur la lande, pardon. Et il y a ces 5 cercles concentriques qui sont 5 cercles qui tournent autour d'un centre, mais qui ne pourront jamais atteindre puisqu'ils sont concentriques. Qu'à chaque fois qu'on a, voilà, c'est aussi la question du deuil et le deuil qui est impossible parce que finalement on n'en sort jamais. Je trouve que cette métaphore en fait des cercles concentriques qui sont une licence poétique hein, parce que j'ai cherché un petit peu, ça ne ramène à aucun élément en fait en tant que tel historique ou archéologique précis. Et je trouve que cette symbolique quand je découvre ce monolithe là, alors lié encore une fois à ce passage de la frontière, il y a aussi avant d'ailleurs de ce plan d'ensemble dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi le passage où elle arrive pour la première fois claire sur la lande et on a un gros plan sur son pied. Elle est sur la route, sur le bitume, et elle hésite avant de traverser ce truc-là, que je trouve vraiment génial. Ça y est, on bascule, on est autre part, on est dans un ailleurs immédiatement. On bascule sur le terrain du fantastique. Et couplé effectivement avec ces 5 cercles concentriques qui sont les 5 personnages sur la lande qui tournent autour d'un but qu'ils n'atteindront jamais, puisqu'encore une fois, ce sont des cercles concentriques. Et puis en même temps, voilà, ce plan séquence d'ouverture, il y a ces 3 choses qui m'ont complètement sidéré en fait pendant le film et qui ont des moments où je me laissais bercer par quelque chose finalement d'assez langoureux, d'assez inquiétant, où j'étais complètement embarqué dans l'histoire. Et à ces moments-là, j'avais comme ces moments d'éveil, ces moments de flash, d'images qui m'ont complètement saisi. Je ne dis pas que je dormais, hein, mais j'étais dans une sorte d'état de torpeur extrêmement étrange au premier visionnage, qui fait que je suivais le truc et j'étais embarqué dans le truc. Et il y a des petits moments, voilà, ces flashs-là. Il y a d'autres flashs aussi, mais ça, c'est des trucs qui me touche beaucoup, ces images sur ces animaux qui ont des comportements étranges. Il y a tout un travail aussi avec les moutons qui, moi, fonctionne très bien. Ces moutons à un moment qui n'ont plus Dieu. Puis ce mouton qu'on revoit à la fin et qui va s'encastrer la gueule et se tuer en fait sur le monolithe. Pareil, c'est des images qui me saisissent complètement et qui sont vraiment pour moi l'incarnation de ce qu'est l'inquiétante étrangeté freudienne ou du fantastique Todorovien en fait, qui me parle énormément. Je vais certainement revenir sur des choses que j'ai déjà dites, dont on a déjà parlé, mais c'est vraiment, je pense que tu me commences à très bien me connaître et tu sais ce qui va me plaire vraiment et ce que j'aime dans le fantastique. Et ce truc Todorovien, ça m'a complètement embarqué. Donc voilà, c'est juste ces 3 petits éléments-là, en tout cas, qui sont pour moi des éléments hyper importants, qui m'ont complètement convaincu du fait que ce film était un coup de cœur et me parlait en fait, et me regardait vraiment de manière extrêmement pertinente et profonde. Et en même temps très pernicieuse, Vislarde. Et j'ai adoré ça. Si je rebondis sur ta notion de frontière, je l'ai noté, hein, frontière, territoire. Il est vrai que cette lande ne se finit jamais. Et ça m'a rappelé un autre film qui a été fait il y a assez longtemps. Je crois que c'était en 81, c'est Le Loup-garou de Londres de John Landis. Je crois que c'est 81 si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Et je ne sais pas si tu te souviens, dès le début, lorsque nos 2 touristes américains sortent de cette espèce de pub un peu bizarre, on leur dit restez sur le chemin, n'allez pas dans la lande, restez sur le chemin. C'est de nuit, il y a de la brume, je ne sais plus, ils sont en train de chanter et à un moment, ils s'oublient et ils sont sur la lande. Bon, à ce moment-là, Landis fabrique du mythe à partir de motifs
liées à l'histoire du cinéma d'horreur. Alors que ce que tu viens d'évoquer, à savoir le gros plan sur les pieds de Claire qui qui entre dans ce territoire, là j'ai l'impression qu'on fabrique du mythe à partir d'un réel qui est vraiment plausible. Parce qu'il y a quand même des disparitions. Et je trouve que c'est ça qui fait que le film peut nous tutoyer pour le coup. Mais ensuite, le film se transforme en pas mal de choses, en plusieurs strates. Et je voulais savoir, moi je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est un film qui travaille énormément la métamorphose des genres au sein même du film? Est-ce qu'on peut parler de ça, de métamorphose? Ah bah ouais, moi je suis enfin moi je trouve que c'est un film qui est en train de, alors c'est métamorphose, donc c'est un ensemble de transformations, de mutations, d'hybridations qui sont en cours, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on assiste vraiment à ça. Et de manière hyper fluide, c'est-à-dire qu'on voit la métamorphose progressive. Tu parlais au début effectivement du fait que c'est très ancré dans quelque chose d'extrêmement plausible. Le film passe d'une sorte d'approche du fait divers, parce que pour le coup le générique est vachement intéressant, parce que le générique c'est des coupures de journaux, pardon, des photos qui semblent prises sur le vif, notamment de l'arrestation du tueur, en tout cas du présumé tueur. Il y a tous ces trucs-là qui s'enchaînent, et puis on arrive sur le podcast avec cette jeune femme, donc Claire, qui fait un podcast avec une discussion dans un pub, qui est très posée, donc on interroge aussi, si je puis dire, ce que l'on peut transmettre. Il y a un jeu sur la tradition orale qui est vachement intéressante, sur lequel d'ailleurs le film s'achève avec le podcast de Claire aussi, enfin s'achève avant le climax en réalité. Ah voilà, avant le climax, ouais. Il y a une fausse fin, si je puis dire, et qui ouvre sur autre chose. Est-ce que c'est avant le podcast ou après le podcast, le climax? Est-ce que c'est, enfin le climax, par définition, ça veut dire, voilà, mais est-ce que ce qu'on voit à la fin, c'est avant ou après le podcast? C'est vrai qu'il y a en plus une sorte de dilution temporelle qui est hyper bizarre en fait. Il y a un moment donné, tu sais plus vraiment où t'es temporellement, c'est hyper étrange. Il y a ce truc de mutation. Il y a des moments qui sont du documentaire, du pur documentaire, où on suit Claire qui va interviewer, effectivement, tu disais, les enfants qui étaient là à cette époque-là, avec le climat ultra anxiogène. Et ça mute continuellement. Et puis on bascule sur effectivement un film qui pourrait effectivement convoquer certains motifs du cinéma de la Hammer, etc., avec ces landes embrumées, etc. Et puis il y a des moments où on bascule dans le found footage aussi, où Claire est aussi affublée d'une caméra qui filme des choses. Et là, je dirais qu'on est presque parfois dans une sorte de dialectique vidéoludique. C'est pour ça que je fais venir un petit peu aussi Silent Hill, parce qu'il y a ce truc-là d'être face à vraiment du FPS, en fait, littéralement, à certains moments. Parce qu'on a quand même une dialectique, moi je trouve, qui est très, très vidéoludique dans cette idée. On a des personnages, et c'est pour ça que je parle de Silent Hill, où on est dans une sorte de grand terrain. Et l'idée, c'est qu'il faut trouver un indice, trouver des indices, avancer. Et je trouve ça très, très intéressant. Et puis à un moment donné, on revient à quelque chose, on revient en ville, et on croise ces deux personnages, celui donc qui a son pendule, et sa fille qui, elle, est en communication avec un esprit. Et là, on est dans le film de hantise, presque le film de possession à certains moments, avec ce plan, moi, que je trouve génial, avec la faible profondeur de champ qui est étudiée quand la jeune fille est habitée par l'esprit, et qu'on ne la voit pas, on ne voit jamais son visage, on voit vraiment une silhouette floue à l'arrière de cette jeune fille, mais sa voix change, qui est un plan qui ressemble beaucoup à s'y méprendre certainement au plan de Conjuring 2, quand la petite fille est posée dans le canapé du vieux monsieur, où sa silhouette semble se métamorphoser, mais on ne sait pas vraiment si elle se métamorphose ou pas. Je trouve ça assez fascinant. On bascule d'un genre à un autre, et puis à la fin, on se retrouve sur cette lande, dans les ténèbres. On a quelque chose de quasiment de très éthéré, avec des silhouettes, etc. Il y a cette séquence aussi de possession qui est presque une séquence d'exorcisme parfois dans les tropes qu'elle investit dans l'attente. Et puis on revient à ce podcast, et puis on repart sur un found footage qui va aller jusqu'au bout vraiment du found footage, où la caméra diégétique enfin, spectateur si je puis dire, te révèle dans une certaine mesure que l'élément surnaturel est véritablement, puisque la caméra diégétique le capte à ce moment-là. Tu es le témoin extérieur qui découvre ces éléments tournés qui ont été perdus potentiellement. Et là, soudainement, on était dans un truc très plausible à la base, on bascule dans un fantastique très très Todorovien, en sens où on est dans un entre-deux, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. En plus, encore une fois, le cinéma est un art du mensonge et pourrait très bien me mentir sur ce que je vois. Je ne sais pas dans quel point de vue je suis à ce moment-là, qui est-ce qui voit quoi selon effectivement le contexte dans lequel il est, de désespoir, etc. Puisqu'il les personnages, notamment celui du papa cherche quelque chose et voit peut-être des choses eu égard à son désespoir absolu de trouver son fils. Il veut absolument le trouver, quitte justement à forcer le réel à rentrer dans ses carcans d'espoir, si je puis dire. Et enfin, dans un dernier temps, finalement, il y a cette caméra diégétique qui te dit
oui, maintenant tu es témoin de ce qui se passe. On a retrouvé dans une certaine mesure les fragments de cette dernière promenade sur la lande de Claire qui finit mal. Et voilà, on te met témoin, mine de rien, de ces cadavres qui jaillissent de l'eau de manière très hooperienne. Il y a quelque chose, moi, ça me fait beaucoup penser à la fin de Poltergeist avec ces cadavres qui sortent de la piscine, que Ouais. je trouve absolument merveilleux. Tu parlais tout à l'heure aussi, tu parlais du loup-garou de Londres. Oui. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très full chien, en fait, dans cette manière de traiter la lande. Notamment, je trouve, moi, c'est un plan, je crois qu'on en a déjà parlé, mais il y a un plan, moi, qui me fascine dans l'au-delà de Fulci. C'est le plan final de l'au-delà, lorsque les deux personnages principaux se retrouvent dans cette énorme, dans cette immense, dans ce truc qui semble ne pas avoir de limite, mais qui est vraiment dans une sorte de, qui baigne dans une sorte de brouillard hyper épais avec des corps très minéraux au sol qui sont étalés. Et moi, c'est quelque chose qui me terrifie littéralement. Et là, j'ai retrouvé aussi ce truc-là. Il y a un truc un peu Fulci, et notamment justement avec l'émergence de ces cadavres à la fin, un truc un peu Hooper, un peu Fulci. Donc je trouve que c'est un film effectivement qui hybride plein de genres, qui hybride plein d'influences, mais qui en même temps a quelque chose de complètement unique. Il y a quelque chose qui, moi, je ne retrouve nulle part ailleurs, dans toutes ces références, dans tout ce référentiel-là, dans tous ces genres que le film parcourt. Je trouve que ce qu'il en fait, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Moi, j'ai jamais vu un film comme ça. J'ai jamais vu traiter les choses comme ça. Quand même, encore une fois, on peut le raccorder à plein de choses. Je trouve qu'il y a quelque chose, ça accouche de quelque chose d'assez dingue. Et c'est peut-être justement cette métamorphose dont tu parles, en fait, qui souvent le cinéma fantastique, le cinéma drôle, le cinéma de genre passe parfois d'un genre à un autre quand il les convoque de manière très 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 franc. On passe d'un genre à un autre, clac 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 clac. Là, ce qui est et puis le genre est presque une fin en soi. Là, c'est l'histoire, si je puis dire, qui guide le fait que le réalisateur aille chercher dans des genres, aille puiser dans des genres. C'est-à-dire que le genre est un moyen pour raconter son histoire. Il va chercher dans le genre, il va puiser dans le genre, parce que le genre use de la mise en scène pour avoir un impact émotionnel extrêmement fort. Et donc, lui, sur l'histoire, il veut susciter des émotions. Il dit, bon, voilà, comment je vais faire pour susciter le plus cette émotion-là? Hop, je vais aller piocher dans tel genre, parce que je sais que tel genre, par la mise en scène, par ses tropes, c'est celui qui va aller pousser le plus loin dans telle émotion. Je vais aller puiser dans un autre genre maintenant, parce que j'ai besoin de susciter telle autre émotion. Donc, je vais aller chercher là-dedans, puiser dans cette mise en scène-là, puiser dans tel référentiel que je vais faire mien, mais parce que ces référentiels-là, si je puis dire, a fait ses preuves pour susciter l'émotion. Et puis je vais aller changer d'émotion. Et comme ça, il y a ce truc-là où le film est en métamorphose, mais en fait, ce qui guide la métamorphose, c'est le récit et pas le genre. Et le genre est utilisé comme moyen pour pouvoir justement rendre le plus fortement émotionnel possible, Oui. si je puis dire, le récit en tant que tel. Je vais chercher, encore une fois, je vais puiser dans le genre des moyens pour susciter des émotions. Et donc, pour le coup, c'est cette métamorphose en fait du récit qui crée de manière, si je puis dire, très harmonieuse la métamorphose d'un genre à un autre pour donner cette sorte de créature un peu hybride. C'est comme ce gros monolithe qui semble avoir un visage par pareidolie. Je trouve qu'il y a une sorte de truc où on monte des couches, des couches, des couches. Et le film ne fait que parler de couches. Hein. Il y a un plan génial où ils sont dans la lande, où la caméra fait un travelling de haut en bas pour le coup, et on passe sous le sol pour se retrouver dans la maison. C'est un film de couches, comme encore une fois cette idée de ces cercles concentriques, où on passe d'une couche à une autre pour arriver au centre. C'est un film de couches, et je trouve que le film justement montre cette métamorphose de couche en couche, ce millefeuille en fait qui se construit progressivement, où les genres finalement s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a un truc qui est de l'ordre de la poupée russe que je trouve assez fabuleux en fait dans le film. Est-ce que le fait que le spectateur ou la spectatrice Croning réussit à lui faire encaisser de nombreux éléments du réel, et parce qu'il a vécu ou elle a vécu assez de réel, donc c'est-à-dire quoi? Pour moi, le réel, ce serait quoi dans le film? Pour moi, le réel, ce serait par exemple une espèce de foi dans la durée des plans, une manière d'installer comme ça cette intrigue, le temps aussi de dessiner ces personnages, très peu de personnages d'ailleurs. Ça nous permet à nous de pouvoir vraiment, pour le coup, non pas s'identifier à chacun et à chacune, mais d'imaginer peut-être des choses qui ne se sont pas passées, mais en tout cas de les connaître de plus en plus. Et donc, on l'a vécu et on le vit tellement ce réel que le film va finir donc par se métamorphoser en quelque chose d'irrationnel qui sera traduit par différentes strates, comme tu le dis. Est-ce que c'est ça? Parce que moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y ait comme ça une déclinaison de l'horrifique
par plusieurs strates, comme tu le dis, mais qu'on arrive, nous, à faire en sorte de ne pas y voir uniquement qu'un simple exercice de style. Parce que c'est tout sauf un exercice de style. Ça pourrait être un exercice de style. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il nous met devant le réel suffisamment et qu'on arrive à encaisser l'irrationnel? Et à la fin, moi, je ne sais pas pour toi, mais je ne me suis pas demandé si c'est vrai ce que je vois. Non. Moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que ça a toujours été vrai ce que j'ai vu depuis le début? Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, moi, qui me passionne pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a un ancrage dans le réel. Enfin, je trouve que le fait d'utiliser le plan séquence au tout début, de créer une sorte de faire une identité entre le temps vécu et le temps perçu dans de cet enlèvement-là, en plus en jouant sur le potentiel surgissement d'un élément horrifique, parce qu'on sait qu'on est face, tu le disais au tout début, alors qu'en réalité il n'arrive à rien, et finalement ce qui arrivera, c'est le truc le plus sordide qui soit, c'est-à-dire un enlèvement très terre à terre d'un enfant, qu'on va t'expliquer dans le générique qu'en réalité ce n'est pas le seul et qu'on en a enquillé il y a tout un tas d'autres qui ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une chaîne, qu'un maillon de cette chaîne en fait d'enlèvement. Le fait d'ancrer vraiment ça, enfin, moi je trouve qu'il y a une manière en fait pour le film de travailler la suspension consentie d'incrédulité, justement, que je trouve assez fabuleuse. Dans l'idée, je t'ancre dans un réel banal, un réel malheureusement banal, extrêmement sordide, extrêmement dur. Je te mets en prise avec des émotions par rapport à la mort d'un enfant, que sont le deuil du papa, la culpabilité de cette petite fille qui se sent responsable du truc, un père par rapport à sa fille, donc le père qui pour le coup est médium, et sa fille justement qui est aussi médium, mais je peux dire qu'il a un peu plus de capacité que lui, puisqu'elle peut habiter un esprit qui s'appelle Thomas, qui semble toujours être avec elle. Il y a ce truc-là, cette manière de faire, de créer des choses, en fait, des relations qui pour le coup ne sont absolument pas de l'ordre de l'irrationnel. C'est-à-dire que l'irrationnel, moi je l'accepte parce que je trouve que toutes les émotions qui sont posées sont extrêmement sincères, extrêmement concrètes, me ramènent à des choses auxquelles moi je peux très facilement me rapporter. Je trouve que tous les personnages ont rapport, tous très différents à la mort, mais qui décrivent dans une certaine manière une universalité du rapport à la mort humain. Il y a un truc comme ça qui marche très bien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la culpabilité, il y a le deuil, il y a ce personnage du guide, dans tous les cas de la guide, qui les amène un petit peu sur le terrain, qui elle a une approche très rationnelle du truc. Ça, oui. Il y a le père qui a la peur de la mort de sa fille, parce qu'il y a cette fille qui a un rapport, donc la jeune médium, qui a un rapport finalement extrêmement ambivalent à la mort, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas vraiment peur, mais en même temps, elle en est très proche. Elle est vraiment sur la frontière, ou en tout cas, elle a cette capacité de la franchir à des moments. Et je trouve que finalement, tous ces rapports que les personnages entretiennent à la mort, ces 5 personnages, je peux m'y projeter très très facilement en fait, parce que je trouve que c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est de l'ordre du symptôme de l'universalité, du rapport humain à sa propre finitude, et qui fait que même si à la fin effectivement on part dans des choses, parce que le film, je trouve que ce qui est intéressant, moi ce que j'aurais pu au tout début, je sais pas si je m'inquiétais, je ne sais pas si c'est de l'inquiétude, mais je me disais, est-ce que le film va embrasser, si je puis dire, le fantastique, sans se poser de questions au bout d'un moment, ou est-ce qu'il va rester là-dessus? Non, le film il y va au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il y a une séquence dans une tente où le mec il a pas peur, il balance les effets à fond. T'as un personnage qui est littéralement pris d'une sorte de transe, elle a les yeux qui saignent, etc. À aucun moment tu peux douter d'eux, même si encore une fois il y a ce jeu effectivement sur les silhouettes dans la lande, sur ces sortes de présences absentes, évanescentes dans le cadre, oui, mais voilà, il y a ce moment-là où le fantastique vraiment jaillit plein cadre, et pris tel quel, il n'y a aucune ambiguïté. Je pense notamment aussi au moment où ils font une séance de spiritisme pour découvrir la carte. Il y a tout un truc génial avec la carte, mais ça on y reviendra peut-être. Moi, je trouve ça génial quand on découvre qu'une partie de la carte et qu'ils sont obligés de faire un puzzle, que le vieux monsieur les rapporte tout un tas de cartes pour montrer la lande, c'est pas juste ce petit truc-là, c'est l'adjonction, c'est un puzzle de tout ça. Je trouve que visuellement, le plan zénital qui révèle ça, je trouve ça magnifique. Moi, j'appelle ça la cartographie des dommages, pour le coup. C'est exactement ça. Tu sais, tu as les trous dans l'absence, tu as des espèces de pulsations. Voilà, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, après, je vais te laisser. J'ai toujours été fasciné, mais vraiment fasciné par tous ces films. Souvent, c'est des documentaires d'ailleurs, où l'on voit des protagonistes qui vont dessiner une carte ou une rue, quelque chose par terre, à même le sol. Et ils font revivre comme s'ils sentaient la terre, tu sais, se rouler autour. Et j'ai toujours été fasciné par ça. Et là, quand on voit ça dans ce film de fiction, qui donc, comme tu l'as très bien dit, emprunte aussi
des espèces de seuils comme ça du documentaire. Et à aucun moment, moi, j'ai l'impression que je me dis non, ça ne peut pas fonctionner parce que tu nous as promis une mise en scène et tu ne peux pas la déconstruire au bout de 30 minutes. Tu ne peux pas nous emmener dans cette tente où il va se passer quelque chose qui, pour moi, serait de l'ordre d'un autre film, mais alors qu'on est toujours dans le même film. Et je crois que c'est comme on le disait, c'est le fait d'être que ce rapport au deuil, ce rapport à la mémoire et le fait qu'il arrive aussi à nous faire identifier à chacun de ces personnages. Bon, je me répète, je referme la parenthèse, je t'en prie. Ah non, C'est par rapport à la cartographie. Mais je rebondis sur la carte. Moi, je trouve qu'il fait énormément de choses avec la carte. Je trouve que la carte est un élément central aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette séance de médium qui part un peu en vrille quand Thomas prend possession du corps. Je ne me rappelle plus du nom de la jeune fille, en tous les cas de la jeune médium. Mais quand elle prend possession de je ne sais plus. C'est Ellie, peut-être Ellie, je crois. Je n'ai pas noté, c'est une erreur, mais on va retrouver. En tout cas, c'est la fille d'un ami très proche de Bill. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, même Bill, c'est intéressant parce que Bill le dit, en fait, moi j'aime bien ce truc-là aussi, qui est aussi presque une concession, si je puis dire, faite au spectateur, puisque Bill l'explique, donc sa femme est décédée et c'est sa femme qui croyait. Donc il vient, c'est une porte d'entrée fabuleuse, ce personnage-là, parce que c'est un personnage qui est rationnel, comme toi tu peux être spectateur, et il te dit, même moi qui suis rationnel, c'était ma femme qui traînait un petit peu là-dedans, et ben je vais y croire aussi. C'est vrai, moi je trouve que ce personnage-là est une fabuleuse porte d'entrée, en fait, parce que le personnage de Claire, d'emblée, en fait, on sent qu'elle a un lien, en fait, avec cette lande. Il y a un truc déjà mystérieux qui se joue entre elles, les trucs, même le fait qu'elle ne veuille pas en parler sur son podcast, puisque c'est ce qu'il lui reproche en amont, c'est-à-dire pourquoi cette recherche, voilà, on ne trouve pas mon fils, on ne trouve pas les enfants dans sa globalité. Toi qui as un auditorat par le fait que tu es podcasteuse, pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Il y a presque comme si elle s'empêchait de s'approcher de cette lande parce qu'elle sait que si elle y va, elle sera irrémédiablement en fait emportée dedans. Et c'est d'ailleurs ce qu'il lui dit à la toute fin, finalement, ce que la lande veut, c'est elle. C'est pas les enfants, c'est elle qu'elle veut. Et ce que je trouve génial, c'est que lui, il est la porte d'entrée du rationnel. Parce que bon, je pense que si tu n'es pas rationnel, que tu as quelques croyances ésotériques, tu peux rentrer potentiellement assez aisément dedans. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel, donc j'ai besoin de ce type de porte d'entrée. Et le fait que ce soit personnage et se définisse comme étant, en comparaison à sa femme, comme étant un personnage justement très rationnel, mais que là, face au désespoir, il se dit, bon, foutu pour foutu, je vais y aller, j'y vais, je tente, j'essaie de trouver une réponse autre part. La rationalité ne me donne pas de réponse, la police qui mène l'enquête ne me donne pas de réponse, je vais envisager d'autres pistes. Bah moi, ça me permet en tant que spectateur de suspendre beaucoup plus facilement mon jugement. Et j'aime beaucoup ce personnage-là, en fait, qui, en plus, alors qu'il est très rationnel, va devenir peut-être l'un des personnages les plus irrationnels en fait de tout le truc. Mais tu le suis parce que tu es parti d'un point finalement commun que tu as avec lui, c'est la rationalité. Et plus il avance, évidemment, plus c'est lui qui va s'enfoncer jusqu'à ce final où justement il parle complètement dans le truc. Parce qu'encore une fois, il ne trouve d'autres réponses, il ne trouve pas d'autres réponses autre part. Donc, il va dans ce truc-là et le désespoir le mène à ça. Et je trouve vraiment fabuleuse l'écrire. En fait, je pense que tous les personnages, même les plus anecdotiques de prime abord, si je puis dire, même la personne qui les guide, en fait, en tout cas qui les suit sur la lande, qui est un petit peu leur filet de secours, qui connaît bien la lande, etc. Et un personnage que je trouve est d'emblée, on comprend totalement qui elle est, comment elle fonctionne, quelle est sa trajectoire, quels sont ses enjeux. Même si elle est peu présente, qu'elle disparaît aussi à la fin du film, parce que moi c'est foutu, moi je me barre, là j'en ai vu trop, elle est aussi témoin de cette séquence dans la tente, et voilà, c'est fini, moi je me barre, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et je trouve que tous ces personnages-là, en fait, on comprend toute leur trajectoire, on comprend tous leurs enjeux, on comprend leurs angoisses, leurs craintes, leur rapport à l'inexplicable, à l'inexpliqué, et je trouve ça fabuleux. Et voilà, j'ai fait une énorme parenthèse pour juste revenir sur la carte. Moi, je trouve que la carte, qui est peut-être l'élément le plus concret de tout ce truc-là, parce que c'est presque ce qui reste de très concret là-dedans. C'est quelque chose qui a été tracé par l'homme, ça sous-entend que l'homme a été sur place pour pouvoir cartographier la chose. Donc, c'est la chose la plus probante, si je peux dire, l'accroche la plus concrète et la plus pertinente au réel. C'est la Terre, c'est la représentation de la Terre et de ces diverses altérations, modifications, trajectoires. Et bien soudainement, elle est, lors de cette séquence de médiumnité qui part un petit peu en vrille, elle est contaminée elle aussi par le fantastique, avec cette flotte, je trouve le plan magnifique, où cette flotte se répand dessus. On a ces très gros plans sur les tranches de la carte qui commencent à goûter au sol. Je trouve ça absolument super, et le pendule qui vient se planter dessus et qui tourne à un endroit.
il y a un truc, en fait, où ce moment-là, en fait, où le truc, finalement, le dernier rempart qui nous raccrochait à quelque chose du réel, qui est cette carte, qui est le dernier document qui représente la Terre de manière concrète et qui a été donc cartographié par des êtres humains de manière rationnelle, est contaminé lui aussi par l'irrationnel. Et je trouve ce plan-là absolument fabuleux. Enfin, moi, j'étais complètement sidéré par le plan parce que je ne m'y attendais pas non plus. Il y a un moment donné, en fait, où le film, je pense que c'est à partir de cette séquence-là, à peu près, où le film prend son temps. Quand même, encore une fois, on est vraiment dans les territoires de l'hésitation, dans les contrées de l'hésitation todorovienne. Et il y a cette séance-là de médiumnité qui part en vrille. Et là, on se dit, ça y est, on a basculé littéralement. Là, c'est bon, il n'y a plus de doute à avoir. On n'est plus dans l'entre-deux. Ça y est, il nous expose l'autre côté. Et moi, je trouve ça génial, en fait, parce que, encore une fois, c'était la petite crainte que j'avais, c'est de dire, moi, j'ai envie qu'il m'amène à voir ce qui se passe de l'autre côté, si je puis dire, sans pour autant m'en faire une représentation carnavalesque, comme peut le faire Insidious, par exemple, de James Wan, que j'aime bien dans sa représentation très Toby Hooperienne de l'au-delà. Là, on reste dans un au-delà très concret, un au-delà qui est très, finalement, très, très palpable, en fait, qui n'est qu'une couche. Hein, c'est littéralement les limbes, en fait. C'est pas tant l'au-delà en tant que tel que ce qui est de l'autre côté que ce qui est entre les deux, encore une fois. Mais il donne quand même une représentation graphique ou les symptômes de ce qui se trouve de l'autre côté qui s'expriment graphiquement. Et moi, je trouve ça super cool aussi qu'il ait alors, c'est très trivial hein, ce que je dis là, mais moi j'aime ce truc-là où à un moment donné, le film, il reste pas sur ces rails-là. Comme tu dis, c'est la métamorphose. Il se métamorphose en autre chose. Et là, pour le coup, j'assume mon fantastique, j'assume mon horreur, j'assume encore une fois, sans forcément te montrer, effectivement, c'est peut-être pas mal dit ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pas sans forcément montrer ce qu'il y a de l'autre côté, en tout cas me montrer les symptômes de ce qu'il y a de l'autre côté. Il se passe un truc dans le réel. Il y a un truc où, il y a un moment donné où, si je puis dire, le réel se lézarde et on me montre quelque chose. Et en me montrant ce qui passe un petit peu de l'autre côté, la porosité entre le réel et l'irrationnel, et ben ça m'amène à ce que tu disais tout à l'heure, à me questionner sur est-ce que ce que je vois est vrai, ou comme tu le dis très bien à la fin, est-ce que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant est le réel. Et je trouve que voilà, et ça fonctionne grâce à cette porosité en fait qui joue. Voilà, je sais pas si c'est clair parce que le fait j'ai fait beaucoup de parenthèses, excuse-moi, j'ai fait beaucoup de digressions à gauche à droite. Mais ce qui voudrait dire en fait que cette lande, cette géographie-là, abriterait tous les récits qui ont forgé ses origines. Et que les habitants donc du réel ne vont pas dans cette lande parce que cette lande, c'est comment dire, c'est une espèce c'est une espèce de miroir un peu déformant, un peu horrifique, qui revient à la Genèse, au mythe, au folklore. Est-ce que ce serait de ce genre-là? Parce que je pose cette question parce que tu vois, il y a un film qu'on a vu, j'imagine séparément. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu dans le cadre d'une émission avec toi. C'était dans l'émission avec notre confrère Valérian, Une Valente Nature, où le film avait cette particularité de nous montrer le point de vue du tueur, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, pratiquement, sauf les 10 dernières minutes. Les 10-15 dernières minutes. Et oui, tu l'as vu parce qu'on en a parlé par messages vocaux interposés. Et c'est intéressant, je me suis toujours posé la question, mais on pourrait croire peut-être que le point de vue dans The Moor, c'est clair. Est-ce que c'est vraiment elle le point de vue du film? Je me pose cette question parce que j'ai noté quelque part, parce que la grammaire visuelle, donc ce que tu disais du classique jusqu'au found footage, ne fait que se métamorphoser. Et je me suis demandé à un moment, mais le point de vue, c'est qui exactement? Est-ce que c'est vraiment clair ou c'est autre chose? Et cette autre chose, peut-être ce serait cette lande avec ses origines, avec ses récits mythiques, avec ce folklore. Et finalement, le film refuse de folkloriser son cinéma. Et c'est ça qui est très beau. Je ne sais pas, j'en sais rien, je me pose cette question. Alors, Une Valente Nature, je voulais qu'on en reparlera parce que le film que je t'ai proposé pour la prochaine émission, que je t'ai proposé très récemment, c'est un film qui pour moi établit des ponts assez très étroits, si je puis dire, avec ce truc-là. Enfin, c'est intéressant parce que ce que tu dis en fait fait beaucoup écho à ce que je regarde en même temps. Je pense que c'est intéressant en fait, quand tu m'as proposé ce film-là. J'avais vu plusieurs films qui étaient dans cette optique-là. Alors, j'ai vu, on en reparlera peut-être à un moment donné, en tout cas Good Boy récemment,
est dans un peu ce mood-là. Il y a Une Violente Nature, donc le Chris Nash, qui est un peu dans ce mood-là. Il y a le The Presence de Steven Soderbergh aussi, qui, je trouve, dans sa manière effectivement de nous offrir le point de vue du fantôme et de la hantise. Exactement. Et je pense à un film que j'aime énormément, Sitka et Edward Ball, qui est donc sorti l'an dernier ou il y a 2 ans, qui est Skinamarink aussi, où le point de vue porté sur ce qui se passe, cette hantise. Je trouve d'ailleurs que pour le coup, The Moor, je rapproche beaucoup de Skinamarink, qui est un film expérimental. En France, c'était sorti sous le titre The House, il me semble. Skinamarink, c'est le titre original. Et l'idée, c'était voilà, c'est très inspiré de La Maison des Feuilles, du roman. Voilà, est très étrange. J'ai plus le nom de l'auteur. Mais il y a ce truc-là, en fait, où dans Skinamarink, on ne sait pas de quel point de vue il s'agit. On a des très gros plans. Ce sera l'occasion ce serait très intéressant d'en discuter dans un épisode de Mauvais Gens. Ce sont des très gros plans sur des éléments de décor. C'est-à-dire que tous les personnages, on ne les voit pas. Ils sont hors champ. On les entend parler de loin, comme s'il y avait des caméras de sécurité installées partout dans la maison, mais qui ne braqueraient pas. Ce qui est intéressant, parce que les caméras de sécurité, elles sont quand même censées surveiller des endroits importants de la maison. Là, non, ça fixe l'encadre d'une porte. C'est une caméra qui est posée par terre, au sol, sur le tapis, et qui est fixe. Et donc, on voit ce qu'Edward Ball parle de David Lean, je crois, comme inspiration, et de Chantal Akerman, ce qui fait un mélange assez curieux. Magnifique. Et c'est assez fascinant, en fait. Ça marche très bien, il a raison. Hein. Et avec une image un peu crado, enfin voilà, on a l'impression que c'est de l'analogique, enfin c'est vraiment crade. Et voilà, les enfants qui sont, parce que ça raconte une sorte d'enfants qui sont dans leur baraque avec les parents, et les parents soudainement disparaissent. Et donc ces enfants se retrouvent tout seuls dans la baraque, et au sous-sol, il y a quelque chose qui semble les appeler, qui a une grosse voix, qui leur demande de jouer avec eux. Et le point de vue qui est porté, en fait, c'est pas le point de vue des enfants, parce que la caméra n'est pas diégétique, hein, on ne sait pas des caméras de sécurité, c'est comme si c'était des caméras de sécurité, mais ce n'est pas le cas. Les caméras sont extra-diégétiques, mais elles sont posées comme des caméras de surveillance. Et les enfants passent devant, on voit leurs pieds de temps en temps, on voit leur dos de temps en temps, on voit leurs mains, on les voit jouer avec des trucs, donc on voit les trucs tomber. Parfois, c'est la caméra est braquée sur un meuble, etc. Et donc l'interprétation, je crois d'ailleurs, c'était l'idée que j'avais eue en le voyant la deuxième fois, parce que la première fois, j'avais pas trop saisi ce que j'ai vu. Et la deuxième fois, je me suis dit, en fait, c'est le point de vue de la maison qui est porté. En fait, là, c'est pas le point de vue de la hantise du fantôme, c'est la maison, littéralement, qui regarde ce qui est en train de se passer. Avec les multiples paires d'yeux qu'elle doit avoir, si je puis dire, partout, y compris dans ce coin qui montre juste le coin du plafond d'une pièce. Comme la maison d'Amityville. Comme la maison d'Amityville, voilà, tout à fait. Sauf que là, c'est comme effectivement si on était dans les yeux de la maison d'Amityville, littéralement, que c'était un FPS ou en POV ou en plan subjectif de cette maison-là. Et là, je trouve, il y a ce truc-là, à certains moments. Alors, il n'y a pas cette idée quand même on n'est pas vraiment véritablement dans le regard de la lande, au sens plan subjectif de la lande. Oui. Mais il y a quand même ce truc-là où effectivement, on voit des choses. Il y a des moments en fait où on voit des choses que les personnages ne voient pas. Par exemple, il y a des moments vraiment où les personnes. Alors parfois, Claire ressent une présence, mais elle ne voit pas forcément en fait ce truc-là. Il y a des choses où moi je m'interroge en me disant en fait comment moi je peux voir ça en fait. Quel point de vue j'adopte pour voir tel ou tel élément. Est-ce que j'ai alors j'ai un point de vue omniscient de spectateur potentiellement qui me permet, quand on fait je sais pas un plan poitrine, un personnage, et que il y a une faible profondeur de champ et que dans le fond, dans le brouillard, je vois une silhouette se déplacer et que le personnage ne la voit pas. Oui, ok, bon, c'est mon point de vue omniscient de spectateur. Mais effectivement, ça m'aide à me poser la question, effectivement, est-ce que c'est pas le point de vue de la lande que j'adopte en réalité? C'est le point de vue le lieu fantastique est un personnage à part entière, et pour moi, c'est loin d'être. Il y a presque, soit tu parlais de Nature, où il y a cette idée de je découvre les coulisses d'un slasher, je vois ce qui se passe, mais pas les coulisses au sens making of du slasher, mais je vois les coulisses du slasher au sens je vois ce qui n'est pas montré, ce qui demeure hors champ, puisque la plupart du temps, je suis du point de vue des jeunes étudiants qui viennent baiser et boire des coups. Voilà, je suis de ce côté-là, et puis le tueur, il jaillit dans le champ. Sauf que là, ça va être plutôt l'inverse. Je vais être avec le tueur, je vais le suivre continuellement, je vais travailler d'accompagnement. Pardon. Et il se prend photo avec les gens. Et c'est littéralement presque les personnages jeunes qui jaillissent dans le champ pour se faire tuer. Et c'est hyper, je trouve ça génial comme principe. Moi, le film, je l'adore. Et je trouve qu'il y a ce truc-là, presque d'explorer les coulisses de cette lande, les coulisses de ce lieu fantastique, de nous donner à voir ce que d'habitude on ne voit pas en fait dans un film fantastique.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu fantastique. La seule petite exception, effectivement, que j'ai, et c'est les moments, en fait, où la caméra est diégétique. C'est-à-dire les moments où, effectivement, il y a le documentaire que Claire tourne, en tout cas les interviews qui sont projetées des gens, où là, effectivement, c'est une caméra diégétique dans cette mesure, puisque Claire est derrière et on l'entend poser des questions. Notamment, il y a une question qu'elle va poser. On ne l'entend jamais parler, sauf lors de la dernière question qu'elle pose au vieux monsieur, au vieux monsieur qui a l'air de. Je ne sais plus qui est dans le village en tant que tel, mais qui s'occupait de l'affaire. Je crois que c'est qui s'occupait de l'affaire d'ailleurs, qui a mené les recherches. Et puis, les 2-3 moments où on est avec eux sur la lande et qu'on a la caméra qu'elle doit avoir sur la poitrine, raccrochée à la poitrine, et qui lui permet de filmer en fait ce qui est en train de se passer. Et il y a ces moments-là, effectivement, où là, on est dans son point de vue, si je puis dire, mais le reste du temps, la caméra classique, la caméra, si je puis dire, extra-diégétique, moi je trouve qu'il est totalement légitime de s'interroger sur le fait que ce serait le point de vue de la lande. Et de fait qu'elle, comme tu le dis, elle n'est pas folklorisée, en fait, cette lande. J'épouse son point de vue. Il y a un peu de cela. J'aimerais qu'on parle, j'ai écrit un petit truc, mais c'est très très court, sur, tu as commencé à l'évoquer, la relation entre Bill et Claire. Je trouve que c'est passionnant. C'est une relation vraiment passionnante. Et j'ai l'impression que ce duo concentre vraiment l'attention du film. Alors, j'ai pris quelques notes, c'est vraiment quelques lignes, hein, vraiment, pour être sûr de ne pas oublier ce que je voulais te dire, donc je me suis permis d'écrire quelques lignes. Je note que chez Bill, la quête, elle est façonnée par la colère, la honte et par l'obsession. Et c'est un mouvement qui pousse à outrepasser ce que la raison autorise. Alors que chez Claire, elle devient la boussole, non pas la voyante hystérisée des clichés, mais une présence ferme. Claire, donc presque antithétique ou sensationnalisme. Et je trouve que leur interaction, consentir à retourner sur la lande, construire un protocole, tenir face aux sceptiques, je trouve que ça offre au film son ancrage humain. Si la dernière partie, toute dernière partie, peut se permettre l'irrationnel, c'est parce que la première, on va dire toutes les autres parties pour le coup, ont rendu ces personnages intelligibles et dignes. Je trouve que le tragique ne vient pas tant de ce qui arrive que de pourquoi ils y retournent alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de bonne issue. Et donc, pour moi, c'est une boussole tragique, ces deux personnes. Et on en revient aussi à ce que tu évoquais par rapport à la cartographie. Donc, il y a un lien très fort. Et moi, je voudrais savoir, je me suis posé la question, pour la toute dernière, le dernier plan, je dis bien le dernier plan, est-ce que, de par ce plan final, le film sauve Bill par l'empathie? Je ne parle pas de Claire, je parle de Bill. Tu veux dire c'est un peu compliqué de ne pas pouvoir spoiler. Moi, je serais d'avis qu'on spoil. Totalement. Mais je pense que tu ne vas pas être d'accord. Je ne sais pas. Si, voilà. Moi, je m'en fous du spoil. On peut spoiler au contraire. Bon, alors on spoil. Et donc, là où je veux en venir, c'est que... je vais me faire insulter. C'est que, donc, à un moment, on pense... Enfin, voilà comment moi, je vois les choses. À un moment, je me dis, en fait, le tueur en série, c'est Bill. Alors que j'ai vu Bill regarder quelqu'un. Mais ce film me rend tellement dingue que je me dis, c'est lui. Et en fait, on se dit peut-être que c'est pas lui, mais en fait, il y a une espèce de possession, quelque chose qui possède Bill et qui serait un peu le bras armé et tout. Tout est compliqué. Et dans cette séquence finale filmée en phone footage, finalement, et si j'ai bien compris, parce que ça fait un certain temps que je ne l'ai pas vu, que je l'ai pas revu, elle se retrouve dans une espèce de marécage. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle essaye de s'en sortir. Elle demande de l'aide auprès de Bill. Et je crois que Bill est avec son fils. Oui, je sais on voit la silhouette d'un enfant qui l'enlace. Il fait un câlin. Qui l'enlace. Ouais. Et voilà. Et elle est happée par des corps des autres enfants qui auraient été kidnappés et qui l'entraînent au fond de ce marécage. Et le film se termine comme ça. Et moi, je me dis, est-ce que le film ne sauve pas Bill par empathie? Et donc, est-ce que le film... Pourquoi à ce moment-là, le film jugerait ce personnage féminin? Même si tu m'as dit la lande a besoin d'elle, la lande veut la récupérer. Mais pourquoi la lande voudrait la récupérer? C'est des questions narratives, je l'avoue. Donc, essayons de parler un peu de cinéma pour le coup, mais là,
s'il y avait une question vraiment axée autour de la mise en scène, je dirais est-ce que le film sauverait Bill par empathie à la fin? Ah, je vais juste redire sur un tout premier truc que tu as dit, quand tu dis tu as imaginé à un moment donné que Bill pouvait être le tueur. Oui. Je Ah oui, trouve oui. qu'il y a un plan hyper intéressant, c'est-à-dire elle est juste avant de repartir, hein, juste avant qu'il reparte dans la lande une fois. Donc il y a donc ce vieux monsieur qui a dû mener les recherches la première fois, qui appelle ou elle est au téléphone il était avec Claire au Exactement. téléphone et il lui dit il faut pas retourner sur la lande parce que pendant la reconstitution, le tueur, enfin l'accusé s'est barré. Et là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est pareil, toujours ce jeu de faible profondeur de champ. Elle est dans une pièce, on te montre que la pièce est assez étendue derrière et le flou d'arrière-plan arrive relativement vite. Et on a une silhouette qui rentre, qu'on devine être Bill, et il y a une sorte de tension qui se crée à ce moment-là. Et moi, la première fois, j'ai dû revenir une fois en arrière quand je l'ai vu. Mais est-ce que c'est Bill ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le tueur qui serait là parce qu'on m'annonce qu'il faut faire attention, il s'est sauvé? Est-ce que ce serait pas lui qui arriverait en plus? Je pense vraiment qu'il y a cette idée C'est la de dialectique. faire venir dans un C'est de la premier menace. dialectique. C'est de la dialectique. Totalement. Le film te dit, voilà, c'est ça. Et ça pourrait être, voilà, il pourrait arriver là, exactement comme tu disais au tout début, avec cette ruelle qui semble s'étendre très longuement avec ce petit trou. Encore tu dis très bien, c'est de la dialectique. Il y a un truc, toi, habitué des films d'horreur, tu sais ce qui pourrait arriver par là. Or, je vais quand même contrecarrer. Je trouve que c'est un film qui joue, et je reviens après sur ta question, hein, c'est un film qui joue merveilleusement bien sur la question de la frustration, en fait. C'est un film qui gère. Jouer la frustration, c'est très dur. Je pense que c'est un des trucs les plus difficiles qui soit. Je crois qu'on l'avait parlé sur Megan is Missing. Jouer la carte de la frustration et l'assumer, c'est très compliqué. Et je trouve que le film, en fait, arrive admirablement bien à te frustrer sans que cela ne te frustre, si je puis dire, ou sans que ça soit désagréable pour toi. Au contraire, moi, j'étais étonnamment surpris et agréablement surpris que le film décide de me frustrer à ce moment-là. Parce que oui, j'attends ce truc-là, mais j'ai pas envie que le film me donne ce que j'attends. Le film me donne jamais ce que j'attends en réalité. Même sur ce final-là, pour revenir au final, moi, j'ai pas ce. Il va vraiment là où je m'attends pas. Et effectivement, pour revenir à ça, en fait, moi, j'ai tendance à y voir quand même une issue quand même tragique et pas très positive pour les deux personnages. Genre, oui, il retrouve son fils, mais moi, je trouve que finalement, étant donné tout ce qui se passe sur cette lande, moi, je me suis interrogé en me disant, est-ce que c'est vraiment son fils qu'il retrouve? Est-ce que c'est cette lande qui joue encore une fois avec les désespoirs, les tragédies des personnages pour pouvoir les engouffrer, les dévorer encore une fois? Est-ce que ce qu'il fait à Bill, peut-être en prenant forme de son fils, c'est pas une ultime manière de le torturer? Enfin, moi, j'ai eu ce truc-là. Elle lui donne ce qu'il a envie, c'est-à-dire son fils qui l'enlace, mais est-ce que vraiment c'est son fils? Est-ce que derrière, elle ne va pas, elle aussi, l'engouffrer, le prendre? En même temps, effectivement, on pourra interroger ça à l'aune du fait que voilà, il va jusqu'au bout de son truc, il se bat pour pouvoir retrouver ce truc-là, et à la fin, dans une certaine mesure, il est récompensé, alors qu'elle ne voulait pas revenir. Mais moi, j'ai plus tendance à le voir de manière plutôt très négative, parce que je trouve pas que ce plan final, où donc on est toujours sur sa caméra poitrine, donc qui est fixée à sa poitrine, et donc on la voit progressivement parce qu'on est à l'intérieur, si je puis dire, de son point de vue, donc on s'enfonce avec elle. Elle tourne le regard à gauche, à droite. Il y a des sortes donc il y a les corps qui sortent, des corps des enfants qui sont recouverts de terre, qui sortent et qui la tirent à l'intérieur dans les bas-fonds, dans la tourbe. Et à un moment donné, elle relève la tête parce que dans un premier temps, elle lève la tête et on voit Bill seul. Et elle gigote dans tous les sens. Elle relève la tête et là, on voit pour le coup un enfant près de Bill. Bill se met à genoux et le prend dans ses bras. Et ensuite, elle est définitivement enterrée, si je puis dire, dans la lande ou dévorée par la lande. Et moi, j'avais quand même ce truc. Enfin, moi, quand je l'ai vécu les deux fois, ça a été ça. Pour moi, Bill n'est pas récompensé. Moi, j'interprète ça, c'est une question pour le coup très narrative, mais je trouve que dans la manière dont c'est mis en scène, dans la noirceur en fait du truc, parce qu'on n'est pas dans quelque chose. Je trouve que ce dernier plan est un plan qui est un plan de panique, de terreur, de sidération. Et je ne vois pas, en fait, dans la manière dont même est éclairé, on sont travaillées ces deux silhouettes de Bill et de son fils, toute cette silhouette d'enfant. J'y vois pas une annonce de quelque chose qui serait positif. Moi, il y a cette idée-là, de l'aliénation du personnage qui ne sort pas de son deuil et qui est manipulé par la lande, par son deuil, par sa tristesse, par son désespoir. Et finalement, c'est l'ultime, si je puis dire, appât
que l'allant lui fournit pour qu'il soit littéralement dévoré lui aussi. Je ne sais pas du tout si, Alors, si, c'est j'interprète bien, mais c'est très clair. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse qui peut être très saugrenue, hein, vraiment pour le coup, très saugrenue. Une chose que j'avais pas pensé à ça, et c'est en t'écoutant que voilà, j'y pense. Très saugrenu comme parenthèse, vraiment. En fait, quand on voit ces derniers plans où Claire se fait avaler pratiquement par cet étang, cette espèce de marée. Comme si c'était, et en plus de cela, ce que l'on voit, c'est la caméra miniature qui entoure, donc c'est le film qui se fait avaler à un moment ou à un autre par toutes ces silhouettes, par toutes ces situations de seuil, de deuil, et des enfants qui auraient été kidnappés, certainement violés, tués, et qui se retrouvent au fond d'un étang, d'un marécage, d'une rivière. Ça m'a rappelé une image. J'étais enfant, j'étais vraiment très enfant. Et c'est en France, c'est quand on découvre le petit Grégory dans cette rivière. Et je pensais à ça, vraiment très saugrenu pour le coup, je l'avoue. Et je me dis que le fait qu'on n'ait jamais réellement et officiellement résolu ce crime macabre, il y a comme ça quelque chose de l'ordre de c'est les enfants, 7 enfants qui avalent toute la médiocrité, tout ce réel infâme, toute cette chose-là. Et l'enquête est avalée, et puis le film est avalé aussi. C'est pas anodin si ce sont les images qui sont avalées dans ce film à la fin. Ah oui, mais et je trouve, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve qu'il y a une. Je dirais de manière très générale, je pense que c'est ce que tu disais, c'est l'enfance en fait. Finalement, les cadavres sont complètement dépersonnalisés. Il n'y a aucun élément en fait qui permet de distinguer les uns des autres. Ce sont des silhouettes. Oui. Et là, on voit vraiment des sortes de. On sait que c'est des squelettes, mais enfin, ils sont vraiment à l'état de squelettes. Il y a de la terre un petit peu tout. C'est des squelettes très sombres. Mais finalement, il y a aucune. Les seuls éléments, les seules émanations qu'on a d'une personnalité d'un enfant, c'est vaguement ce que dit Bill de son fils, mais on n'en sait pas grand-chose. Bon, on l'a vu au tout début, évidemment, quand même, pour lui donner une accroche lorsqu'ils sont enfants. Mais il n'y a rien d'autre. On a la chaussure d'une petite fille qu'on découvre, et on découvre ensuite son corps caché derrière, pareil, enterré. Mais pareil, c'est complètement dépersonnalisé. Et je trouve que cette silhouette-là aussi, que Bill enlace, elle est complètement dépersonnalisée. Ça pourrait être n'importe quel enfant, et en réalité, c'est l'enfance. En fait, il y a ce truc-là. Et en même temps, je disais un truc tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à ce que je disais, effectivement, c'est dans le récit pur, dans la narration, on pourrait effectivement considérer malgré tout que Bill réussit quand même et est sauvé, dans la mesure où il y a quand même cette idée qu'il y a le sacrifice quand même de Claire qui permettrait potentiellement de retrouver son petit garçon. On peut peut-être le prendre comme ça. Mais pour revenir, c'est juste pour faire une petite. Pendant que tu parlais, j'ai pensé à ça. Ça pourrait être positif finalement. Peut-être que l'issue pourrait être positive pour Bill, et que c'est le sacrifice de Claire qui était nécessaire pour ça, puisque la lande, on dit qu'elle la veut. Mais oui, je trouve que cette idée-là, en fait, que littéralement, en fait, l'enfance dévore les images, l'enfance pervertie, violée littéralement, de manière littérale et au sens figuré, au sens propre, viennent dévorer les images. Je trouve que ça a énormément de sens. Et j'ajouterais un petit truc par rapport à ça. Il y a quelque chose, encore une fois, tu parlais du petit Grégory, je trouve que c'est intéressant parce que, en plus, bon, il y a une résurgence de l'affaire encore aujourd'hui. Je trouve que le fait de travailler sur le temps long, en fait, et de montrer que c'est des choses finalement qui ne se terminent jamais, en fait, qui sont une sorte d'écho dans le temps. Hein. C'est l'idée du fantôme, hein, qui est un écho qui ne cesse de se rappeler dans le temps et de revenir à intervalles finalement plus ou moins réguliers. C'est ce qui explique très bien Guillermo del Toro dans Les Chines du Diable, hein, quand le personnage de, comment s'appelle-t-il, Federico Lupi, c'est ça, Federico Lupi qui joue le professeur, explique ce que c'est qu'un fantôme. C'est la voix off du début, en expliquant que c'est un moustique, c'est comme un insecte piégé dans l'ambre, c'est un écho dans le temps, etc. Je trouve que ce truc-là fonctionne vachement bien, et en même temps, donc il y a tout ce côté métaphorique du fantôme, comme écho qui finalement ne cessera pas tant qu'on les aura pas retrouvés, qu'il n'y aura pas eu ce préjudice symbolique qui aura été peut-être réparé.
Et je trouve qu'en même temps, il y a ce truc-là où ça ramène quand même aux faits divers. Je trouve que l'image de ces cadavres qui émergent en fait de la tourbière, il y a quelque chose où là on ramène à quelque chose de très sordide, de très fait divers. Alors certes, ces cadavres s'animent, il y en a un qui tend la main pour attraper Claire, mais ça ramène à quelque chose, mine de rien, de profondément terre à terre, en fait, en te montrant en fait le corps de ces enfants complètement détruits par le temps, qui finalement ne trouvera jamais le repos, et ça ramène justement à toute l'atrocité en fait de ce qu'a perpétré ce tueur, en fait, dont on parle depuis le début, qu'on ne voit jamais. D'ailleurs, je trouve ça génial en fait. On le que voit cette de loin, menace aussi on le voit voilà, on le voit de loin pendant la reconstitution d'ailleurs. Pendant la reconstitution. tout à fait. Ouais. Mais ça peut être tout le monde, c'est tout le monde et à Mais la fois c'est ça. personne. Et ça, voilà. C'est Et comme les enfants, c'est aussi à la fois un peu tout le monde et à la fois personne, c'est l'enfance, et face à la perversion de l'adulte, en fait, qui n'aura de cesse de la violer, de détruire son innocence, etc. Et je trouve que finalement, tout ça, encore une fois, c'est pour ramener à la question extrêmement finalement terre à terre du film. En fait, c'est un film qui, encore une fois, nous fait accepter ces excroissances fantastiques et pour le coup graphiques, vraiment clairement exprimées. C'est parce qu'encore une fois, elle s'ancre dans un réel, et que finalement, tout le tissu émotionnel et métaphorique ramène à quelque chose d'universel, en fait, qui fait que ça ramène à des concepts et on peut s'y projeter extrêmement aisément dedans. Et je vais juste revenir sur un petit dernier truc sur Silent Hill, parce que j'avais dit que je revienne sur Silent Hill. Je trouve que tout ce truc-là, en fait, Silent Hill, c'est quand même littéralement ça. Le créateur en avait très bien parlé, c'est-à-dire que, bon, je prends principalement Silent Hill 2, qui je trouve est peut-être le plus complexe dans la matière, mais je trouve que Silent Hill F, qui est sorti récemment, je joue très très bien là-dessus. Même si on n'est plus à Silent Hill, on est au Japon, mais pour prendre Silent Hill 2, ce qu'il y a, c'est que Silent Hill, c'est finalement un lieu qui va se métamorphoser selon la psyché de celui qui le arpente, ce lieu. Donc le personnage du second Silent Hill, je ne vais pas spoiler Silent Hill 2 maintenant, si jamais il y en a qui n'ont pas joué, donc je vais rester très très flou. Mais voilà, le personnage a un trauma, il y a quelque chose dont il ne se rappelle pas quand même. Ouais, je me dis, les gens ils sont venus pour faire spoiler The Moor, mais pas pour se faire spoiler Silent Hill 2. Un peu de dignité quand même, Romain, un peu de dignité. On est sur le service public, quoi. Donc il y a quand même ce truc-là, où dans Silent Hill, il arpente la ville, et on le voit dans Silent Hill 3, quand on reparcourt, dans Silent Hill 4, la ville se change. C'est une ville qui a une existence concrète, mais quand on la voit dans sa première couche, si je puis dire, qui est le réel, c'est une ville fantôme, où il n'y a personne qui arpente la ville, c'est une ville abandonnée. Quand le personnage entre, on est dans une itération de la ville qui est brumeuse. Et là, il y a des créatures qui vont jaillir de cette brume, et ces créatures adoptent la forme ce sont des émanations de l'inconscient du personnage. Donc le personnage principal, il a des troubles sexuels dus à la maladie de sa femme. En tous les cas, il a un désir sexuel et en même temps une répulsion sexuelle pour ce corps malade de sa femme. Donc il va avoir des créatures qui vont adopter des formes aberrantes, grotesques, mais qui sont des éléments qui sont sexuellement désirables, mais que les designers se sont amusés à pervertir en mettant des éléments qui sont à la fois répulsifs et à la fois très attirants. La créature type qu'on a en termes de design, c'est cette infirmière avec un très très fort décolleté qu'on peut très bien expliquer par le fait que le personnage va voir sa femme à l'hôpital avant de venir à Silent Hill et avant qu'elle ne meure de sa maladie. Il est frustré sexuellement de ne pas plus pouvoir avoir de rapport avec elle, et donc il va fantasmer sur ces infirmières. Mais en même temps, ces infirmières, elles ont des excroissances sur la gueule qui font qu'elles sont monstrueuses. Donc il y a, encore une fois, répulsion et attraction. Et donc c'est comme ça tout le temps. Chaque monstre dans Silent Hill est une extériorisation de la psyché des personnages qui est tensante, qui est complètement bancale, morbide, etc. Et je trouve qu'il y a un petit peu ça aussi dans... Et puis il y a une autre couche de Silent Hill, qui est un Silent Hill beaucoup plus sombre, où les ténèbres règnent, et il y a les créatures qui sont là, et le réel se modifie, s'altère, etc., prend des formes diverses et variées. Mais à chaque fois qu'un personnage rentre, la ville est différente, presque son architecture change, et la ville semble s'étendre à perte de vue, et quand on part dans le brouillard, finalement, on finit par revenir à Silent Hill, même si on a l'impression de s'en éloigner. Et je trouve que tout ça, alors encore une fois, je ne sais pas si Cronin a joué à Silent Hill, je ne sais pas s'il connaît Silent Hill, probablement que si. Je pense que même dans son traitement du brouillard très très opaque, qui est quasi vivant, il y a même ce moment où Claire en fait voit le brouillard faire des circonvolutions hyper étranges. Mais ça, c'est typique de certains grands films anglais horrifiques, d'atmosphère. Il faut que j'en cite quelques-uns, sinon je vais passer pour la Hammer, globalement, c'est les oui, films de voilà, Hammer, par exemple.
Voilà, oui, par beaucoup exemple. Oui, bien sûr. Mais je trouve que dans cette manière d'établir en fait un lieu qui est une lande qui est à la fois effectivement un personnage à part entière, mais qui est aussi une sorte d'espace mental. Je trouve qu'il y a plein de moments où le film joue avec des espaces mentaux. En fait, il y a un moment donné où Claire est en train de parler, donc il y a une discussion, il y a un chant contre chant. Je crois que c'est avec Bill qu'elle a, il me semble. Et derrière elle, il y a un mur. Et dans ce mur, il y a un tout petit trou noir. Il y a vraiment un trou qu'on voit bien. Il y a un trou noir dans le mur, qui n'est pas un trou qui prend tout le mur, mais qui doit prendre une petite dizaine de centimètres de diamètre. Et moi, pareil, j'interprète ça comme, encore une fois, le décor qui est contaminé par sa psyché. Et ce trou noir, c'est ce manque, cette culpabilité, la disparition de ce petit garçon qui n'occupe plus, qui fait que le temps a avancé et qu'elle a peut-être oublié dans une certaine mesure et qu'elle a appris à vivre avec, quoique en réalité, elle a la culpabilité qui la suit. Mais ce petit trou-là, et c'est justement parce qu'il est petit qu'il est extrêmement douloureux. Comme si elle l'avait réduit au minimum, mais elle ne peut pas le réduire plus. Et il est complètement béant. Et je trouve qu'il y a plein de moments comme ça où dans le décor, il y a des éléments qui font écho à la psyché des personnages. Et je trouve que cette lande-là, en fait, de manière beaucoup plus large, quand les flics y sont et qu'on voit la reconstitution de très loin, la lande, elle est normale, elle n'est pas si brumeuse que ça, elle est plutôt ensoleillée. Dès qu'eux rentrent dessus, on a l'impression de partir autre part, comme dans ce Silent Hill brumeux, qui est la deuxième couche de réalité de Silent Hill, où là, la ville commence à se métamorphoser en autre chose. Et cette métamorphose de ville, la métamorphose de la lande, elle colle très bien à la métamorphose des genres dont tu parlais au début. Et je trouve qu'il y a un truc... encore une fois, voilà, tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui est très hérité du cinéma fantastique britannique, et on se retrouve dans la Hammer, etc. Moi, je pense au Chien des Baskerville, des choses comme ça, en fait. Voilà. Où j'ai des souvenirs de ça, par exemple. Et je trouve qu'en plus, bon, pour terminer sur la brume, il y a le truc de la silhouette que je trouve vachement intéressante, parce que pour revenir à la toute fin, moi, je trouve que le film ne cesse de te dire que les silhouettes sont trompeuses. Il n'arrête pas de te dire ça, parce qu'à chaque fois, on a l'impression de voir quelqu'un, on ne sait pas ce qui c'est. Et puis, on a l'impression de voir que cette personne, c'est telle personne, alors que ce n'est pas la personne qui est là. Il y a un moment donné où le père revient dans la tente avant que sa fille ne soit possédée, et il est sous-exposé dans la tente, très bizarrement, alors qu'il y a une lumière globale qui est assez forte, et lui est sous-exposé, son regard est sombre, et il ne parle plus. On essaie de lui parler, mais il ne répond plus. Et je trouve qu'il y a ce moment-là où on te dit, les silhouettes, les gens que vous avez en face de vous, la lande, elle va vous tromper avec ces silhouettes. C'est pour ça que j'ai tendance à interpréter la fin comme ça, en me disant que peut-être cette silhouette du petit garçon, du fils de Bill, n'est pas le fils de Bill, parce que le film dit depuis le début que attention à ces silhouettes, elles sont trompeuses, elles peuvent vous tromper. Puis il y a toute une question sur le fait de voir, de ne pas voir, de mal voir dans le film. Le grand monolithe a deux yeux, mine de rien. Les moutons qu'il croise, elles ont des yeux, puis elles n'en ont pas. Il y a des choses que les personnages voient, il y a des choses que les personnages ne voient pas, il y a des choses que moi je vois, mais que ne vois pas. Le déni, c'est aussi ce refus de voir. Je ne vais pas refaire du lien avec Bring Her Back, qui est pour moi le plus grand film que j'ai vu cette année, mais ça c'est une parenthèse des frères Philippou, mais qui est un film qui parle de ça aussi, de la question du déni, du deuil, et de cette idée que toutes les questions de voir, de vouloir voir, de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir voir mais inconsciemment, de ne pas être conscient du fait qu'on ne veut pas voir. Et je trouve que tout ce film-là, en fait, traite de l'action du regard de manière vachement intéressante, au-delà même du fait que le regard est multiple, de par les multiples points de vue, formats, etc., qui sont exprimés. Les personnages sont dans cette question de voir, de vouloir voir, de ne pas vouloir voir. Même le personnage de la guide, en fait, qui les guide dans la lande, elle ne veut pas voir, en fait. Et au moment où elle voit, elle dit c'est bon, je m'arrête. Je voulais pas voir, j'ai vu, je ne veux plus voir. Et je trouve ça super intéressant, en fait, la manière dont les personnages sont en prise avec leur regard et ce que leur regard leur donne à voir, et de ce qu'ils n'ont pas envie que leur regard leur donne à voir, etc. Je trouve que c'est vraiment, vraiment fascinant, en fait. C'est un film qui fonctionne sur des couches comme ça que je trouve dingue. Au-delà, en fait, de toute la question au passage de la manière dont on en a parlé, mais dans le fantastique exprimé, je trouve aussi quand il se donne à voir, il y a quelque chose d'assez saisissant aussi, quoi. Je trouve que des choses très simples comme ce monolithe qui, dans un lieu qui est très très jaune, parce que cette lande-là, elle est, quand on la voit autrement, c'est de l'herbe, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, et seulement il y a ce gros truc qui se dresse, immense, sombre au milieu du truc. Il y a une sorte de manière, en fait, de contrecarrer ce que le spectateur attend de voir graphiquement, qui est assez dingue, où, au détour d'un truc, tu vas voir un truc qui va te saisir. Ces moutons qui sont étranges, ces moutons soudainement qui n'ont plus d'yeux, ce mouton qu'on n'attend pas et qui va littéralement foncer sur le monolithe et s'éclater la tronche dessus. On ne sait pas pour quelle raison, mais comme si voilà, ça témoigne du côté maléfique du truc. Mais je trouve que l'image est vraiment forte, en fait. Et pourtant, tu as déjà vu ça, des animaux rendus fous. Je pense à un film comme The Dark de John Fawcett, par exemple, qui joue quasiment sur le même registre.
qui se passe au Pays de Galles, dans lequel on a aussi ce travail sur les moutons aussi, qui ont des comportements étranges, et ce qui amène à quelque chose de très folklorique aussi, enfin, en tout cas, qui met vraiment dans le jus de ces paysages britanniques arpentés par des troupeaux de moutons qui pèsent à gauche, à droite, etc., et qui sont finalement peut-être plus nombreux que les humains dans le truc, et qui de fait deviennent une menace, en fait, parce qu'ils sont presque plus nombreux quand on imagine que le mouton, c'est ce que fait Black Sheep Ça, c'est génial. de Jonathan King, Ouais. voilà, qui est un film génial, qui est de te dire, voilà, les moutons, ils sont plus que les humains en pleine campagne. Putain, s'ils commençaient à vriller, qu'est-ce qu'on ferait? Je trouve ça, c'est génial comme idée, je trouve ça. Mais voilà, bon là, c'est dans un contexte complètement différent, évidemment, mais n'empêche que de jouer sur sur des animaux inoffensifs et de les faire finalement. Et c'est vraiment ce que fait. Vraiment, je vous conseille The Dark de John Fawcett, qui est un film qui n'est pas très aimé, mais et qui, pareil, a du référentiel direct à Silent Hill. Je trouve que c'est un film intéressant. C'est toujours des films, voilà, c'est des films qui dialoguent vachement bien ensemble, je trouve. Pardon pour ce très long tunnel, Samir, excuse-moi. Tu rigoles, ne t'excuse absolument pas. Je me permets une dernière, peut-être une dernière question qui n'était pas du tout prévue. J'aimerais bien qu'on revienne aux enfants. Ceux qui sont morts et ceux qui peut-être ne sont pas encore devenus réellement des adultes. Contrairement, peut-être que Claire n'est pas forcément une adulte, peut-être elle est encore enfant, et d'où l'idée de la lante qui voudrait la récupérer. Il y a un livre qui est sorti récemment de Philippe Mette qui s'appelle Le Giallo ou l'enfance de l'art. Bon, il faut le dire tout de suite, Zemmour n'est pas un giallo. C'est édité chez Classique Gardien. Mais page, d'ailleurs, bientôt il y aura une émission avec l'auteur, on en parlera. Page 165, il écrit, alors bien, je contextualise, hein, c'est du giallo, on est bien d'accord. Voilà. Mais il écrit, qu'elle soit des villes ou des champs, l'enfance ne connaît guère d'autres représentations dans le genre du giallo que sous la forme de la meurtrissure, de l'âme ou de la psyché, comme du corps. Si celle-ci peut être subie ou infligée, c'est le plus souvent au sens fort et ancien du terme qu'il faut l'entendre. Avant la Renaissance, meurtrir signifie donner la mort, tuer. Les bambini et bambine et autres pré-adolescenti tendent donc à se répartir en deux grandes catégories. Et là, je prends des pincettes parce que je ne veux pas dire que les enfants dans le film, finalement, ce sont des coupables, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc, en deux grandes catégories, soit victime, soit agent de la violence homicide. Cela étant, suspense et ambivalence propre au genre oblige, le statut n'est pas toujours si simple à déterminer ou à fixer, le clivage si aisé à opérer. La palette est loin de se réduire à un manichéisme sommaire ou à une pure bichromie. La blancheur de la jeune pousse innocente et la noirceur de la mauvaise graine. L'enfant gialesque peut, par exemple, se tenir aux marges des actes criminels ou des comportements corrupteurs, notamment à titre de témoin involontaire. C'est le cas exemplairement de ce que nous avons exploré dans notre primo tempo sous l'appellation de scène primitive, etc., etc. Il y a deux, trois choses qu'on veut. En fait, je me demande, est-ce que ce film Zemmour, par rapport à ce qu'écrit Philippe Mette, est-ce que ce film montre donc des enfants qui sont victimes, majoritairement, et le fait est que cette lande veut récupérer Claire, est-ce qu'il y a une forme de culpabilité chez Claire, et d'une, et de deux, est-ce que Claire remet en scène son trauma? Et donc, le film serait une manière de rejouer cette douleur pour la transformer en art. Et le fait que le film se termine sur ces images qui se font avaler, au sens littéral, pas figuré. C'est bien parce que ça ramène à Silent Hill encore, hein, parce que Silent Hill, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que les personnages qui vont à Silent Hill rejouent, en fait, le personnage, en tout cas dans le 2, rejoue son drame, en fait, continuellement, puisque ce qui va se passer avec Silent Hill, pareil, je veux pas spoiler Silent Hill, je veux rester, voilà. Mais il y a quand même cette idée, quand même, globalement, que bon, on s'en fout, finalement, on s'en fout. À quoi le spoil, ça sert à rien. Pas comme Tielman que tu vas recevoir, je crois, dans peu de temps, avait fait un très très bon truc. Oui, on ne dira pas si Robespierre est mort ou pas. On ne va pas spoiler parce que nous, on est dignes et fiers. Et il y a, bon, j'aime le personnage donc dans Silent Hill a tué sa femme, justement, lui a donné la mort parce que trop de char. Après, l'idée, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça et c'est compliqué, mais voilà.
en tous les cas, il a cette culpabilité d'avoir laissé mourir sa femme, de l'avoir certainement aidé, parce que c'était trop insupportable et qu'il fallait tourner la page, etc. Il le fait à sa demande, plus ou moins, il finit avec une lettre, etc. Donc c'est très ambigu et très nuancé. Mais voilà, je suis d'accord sur ce truc-là, en fait. C'est-à-dire que pour elle est coupable. Elle l'explique à un moment donné, mais sans vraiment y croire. Elle l'explique justement à la jeune médium. Elle lui dit quand ça s'est passé, je me suis senti extrêmement coupable. Et Bill est arrivé. On lui a appris la disparition de son fils. Il est passé devant moi et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a prise dans ses bras. À partir de là, je me suis dit, comment pourrait-il me considérer comme étant la coupable s'il m'a pris dans ses bras? S'il m'a pris dans ses bras, c'est qu'il ne pense pas que je suis coupable. Mais même elle, en le disant, elle n'y croit pas vraiment. Et je pense qu'effectivement, le fait d'aller dans la lande, d'y revenir en plus continuellement, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments, elle pourrait sortir la première fois qu'elle y va, elle a une crise de panique et elle n'a qu'une envie, c'est en sortir. Et elle court, et elle retrouve la rue. Et pourtant, elle est irrémédiablement amenée à y retourner. Et quand bien même, encore une fois, c'est vrai qu'à la fin, c'est Bill qui les ramène vraiment, en tous les cas, qui la force, puisqu'il la braque quand même avec une arme. Mais mine de rien, elle a quand même la caméra sur elle, donc elle le suit. Il y a quand même un truc très étrange, en fait, sur cette manière dont elle entrevoit cette dernière sortie, dont elle entreprend cette dernière sortie. Et moi, je pense effectivement qu'il y a cette manière de rejouer le drame, mais de se punir cette fois-ci. En fait, il y a ce truc-là où elle l'immortalise de manière artistique parce qu'elle le filme littéralement. Donc il y a une forme d'immortalisation, d'essayer de transcendance, si je puis dire, de ce trauma pour le sublimer en quelque chose d'artistique, qui est un film qu'elle a tourné, si je puis dire, et qui va être retrouvé parce que c'est ce qui me permet, en tout cas, moi, spectateur, de le voir. Même si c'est pas dit clairement, c'est pas comme dans Blair Witch, on vous dira les flics l'ont retrouvé, voilà, vous assistez pour la première fois. Mais n'empêche qu'elle l'immortalise en tant que telle, elle le transcende. Mais je trouve qu'il y a ce côté qui est de l'ordre de la culpabilité qui l'amène à une forme d'auto-punir. Enfin, elle s'auto-punit en fait, continuellement. Je trouve que. Alors, je sais pas si ça va vraiment dans le sens où tu l'as exposé, mais il y a ce truc-là où j'ai l'impression que la lande, c'est aussi la punition qu'elle s'inflige. Elle réitère continuellement ce moment traumatique qu'on voit au tout début, hein, et pour le coup, elle le rejoue encore une fois, elle ne cesse de le rejouer pour se punir d'avoir fait ce qu'elle a fait, parce qu'elle pense que c'est elle, parce qu'il y a quand même un truc à la base, hein, elle demande quand même au petit garçon d'aller chercher quelque chose, d'aller piquer un truc à sa place, je crois que c'est ça. Alors c'est elle qui l'encourage à rentrer dedans, elle lui fait le truc à l'intérieur, moi je vais me cacher, je crois que c'est pour des bonbons, exactement, et je reviens après. Oui, c'est ça. Dès le début. C'est elle en fait qui le pousse à commettre, si je puis dire, à entrer dans la boutique. Évidemment qu'elle n'a pas de culpabilité effective, en fait, elle n'est pas coupable. Le seul coupable, c'est celui qui l'a enlevé. Mais si on se met à l'intérieur, si je puis dire, de son point de vue à elle, d'enfant en plus, et ce qui fait que tu as parfaitement raison, le personnage, en fait, il y a beau avoir une ellipse, c'est toujours une enfant, en fait. Tout le long du truc, quand elle est le pardon de Bill, tout le temps, elle n'a pas grandi. Je dirais presque que le moment finalement où elle est engloutie, c'est peut-être le seul. C'est un passage à l'âge adulte en fait, extrêmement violent en fait. Elle est littéralement, le cinéma est englouti par ça, et elle est littéralement engloutie par la cruauté du monde des adultes qu'elle a jusqu'alors le plus possible fui, puisqu'elle a ce podcast dont finalement elle ne parle pas de ce truc-là. Elle est vraiment restée dans cet enfant, dans cette culpabilité qui l'enferme en fait. Et elle le rejoue continuellement sur cette lande qui, comme ces cercles concentriques, elle ne sort pas de ce cercle-là. Et peut-être la seule manière d'en sortir, c'est d'être dévorée. C'est la seule manière de briser ce cercle-là. Et je considère vraiment que, comme il y a 5 cercles, encore une fois, les 5 personnages brisent leur cercle à un moment donné, en fait. C'est-à-dire que le cercle est brisé parce que Bill retrouve son fils, que ce soit lui ou pas. Elle meurt engloutie, elle est engloutie par la lande. La guide, elle, décide de briser le cercle même en disant je n'y retournerai pas. Le personnage de la médium, le personnage du père de la médium arrête les choses en disant pareil, ma fille elle a un accident, pour le coup elle est pas bien, donc il la ramène à l'hôpital, elle est blessée, etc. Donc ils brisent tout le cercle, ils n'y reviennent pas. Les deux seuls qui viennent ce sont Bill et Claire, et pour leur coup le cercle est brisé à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a effectivement cette idée de boucle. Je ne sais pas du tout si je réponds bien, par contre, à ce que disait Samir. Si, bien, ne t'inquiète pas. C'est exactement ça. Je rappelle
le film The Moor, réalisé par Chris Cronin, disponible depuis un mois et demi sur la plateforme Shadows, et qui est sorti donc l'année dernière en 2024. On vous invite, hein, vraiment, je pense qu'en 1h19, on vous a bien prouvé que le film était vraiment, vraiment intéressant et passionnant. Passionnant en tant que promesse de cinéma, intéressant en tant aussi que position au niveau position de spectateur. C'est comme ça une expérimentation assez forte. Donc, on vous invite à aller voir ce film. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les déposer sous cette vidéo. On y répondra avec plaisir. Romain, je te laisse nous présenter le prochain film, vu que c'est toi qui l'as choisi. Donc, de quoi parlerons-nous d'ici quelques jours, quelques semaines, mais ce sera plus quelques jours. Donc, on valide le changement de dernière minute. Okay. En direct. Et ben, c'est parfait, c'est très bien. Alors, il sera question la prochaine fois parce que j'avais vraiment envie de le parler, que le film m'a vraiment beaucoup marqué. Alors, comme j'ai pas du tout révisé, je me permets de jeter un œil juste sur l'internet, évidemment, qui est à disposition, juste pour vérifier le nom du réel, parce que j'ai un trou de mémoire. Ben Leonberg. Ben Leonberg. Donc, c'est Good Boy de Ben Leonberg. J'essaierai même de faire. Il y aura peut-être un petit caméo de Tilky, le chien, qui viendra faire peut-être son avis s'il a envie d'aboyer. Comme chez Merrej. Merrej, je te salue, c'est vraiment une blague stupide, mais non, tu sais bien que je t'aime bien. Donc je t'embrasse. On parlera de ce truc. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu pour le coup. Non, mais j'en avais entendu parler. D'ailleurs, tu vois, pour le coup, je crois que Merrej avait fait une vidéo parce que j'en avais vu quelques minutes et j'avais noté que je verrais le film. Je le verrai, mais ce n'était pas prévu de suite. Ouais. Et toi, quand tu m'as dit, écoute, il faut absolument qu'on voit ce film-là, je dis, c'est parti. Donc, non, je ne l'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Donc, un caméo, juste à côté de toi. Il y a le chat et le chien juste à côté. Voilà. Donc, les chats chez Microciné, il ne faut surtout pas y toucher, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, vous ne voyez pas, celles et ceux qui sont sur Spotify, vous ne voyez pas, mais devinez. Donc, Good Boy de Ben Leonberg, sorti récemment. Et qu'on va questionner d'ici quelques jours avec plaisir. Voilà. Et ce sera l'occasion de faire un petit coucou à l'ami Valérian, parce que je pense qu'on parlera d'Une Violente Nature à un moment donné. Je pense que c'est nécessaire. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a un point de vue et c'est le point de vue du chien, c'est ça que peut-être je suis pute. Totalement. Oh là là, c'est pas possible ces films. Mais ces films d'horreur, c'est magnifique. C'était le 3e épisode et toujours un plaisir d'ailleurs. Je vous rappelle que nous avons fait un premier épisode de cette seconde saison autour de Megan is Missing, puis suite de Tetsuo 1 et Tetsuo 2 récemment. Et aujourd'hui, c'était The Moor, le film de Chris Cronin, qui est sorti donc en 2024 et qui est disponible sur Shadows. Et la prochaine fois, ce sera donc Good Boy de Ben Leonberg. Merci à toi, Romain. C'est toujours un plaisir. Un vrai bonheur à chaque fois. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle